Bon après-midi, merci de me recevoir ici. C'est un grand plaisir de voir en fait toutes ces conférences-là et surtout de constater l'ampleur de mon ignorance à chaque fois. Mais ça donne des idées, en fait, ça donne des idées de sujets. Comme Nicolas l'a dit, en fait, le sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est par rapport finalement à l'utilisation de l'épistémologie pratique dans la réflexion sur l'utilisation des nouvelles technologies dans le travail humanitaire. Et ce que je vais présenter, c'est très appliqué. Donc, j'espère que vous considérez que c'est quand même de la philosophie pratique. En tout cas, quand je paye mes frais de scolarité, c'est au département de philosophie. Apparemment, c'est de la philosophie pratique. Je ne sais pas, on en discutera après. Les partenaires de recherche, en fait, il y a le CRSH, la chaire de François Claveau là, en épistémologie pratique, MITAX et Médecins sans frontières pour qui j'ai travaillé, en fait. Donc, la dernière mission que j'ai fait avec eux était au Népal. Donc, j'étais dans le pôle d'urgence là-bas en tant que logisticien. Je ne suis pas médecin. En gros, l'idée ici, c'est de tenter, en fait, de comprendre ou en fait d'évaluer comment le numérique peut amener en fait de nouvelles opportunités à travers le travail humanitaire numérique. Oui, je vais commencer mon chrono maintenant. Et c'est une pratique qui existe, en fait, qui émerge depuis 2010 et ça amène de nombreux questionnements dans le monde de l'humanitaire. Et souvent, on va surtout traiter l'aspect éthique. Mais il y a clairement des aspects politiques, il y a clairement des aspects légaux, et les aspects épistémiques existent aussi, mais ils sont très peu couverts. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est l'étude de cas que je vous présente aujourd'hui? C'est autour du tremblement de terre du Népal en 2015. Donc, il y a eu des événements qui ont produit de l'information, et en gros, deux approches, deux systèmes ont tenté finalement de comprendre qu'est-ce qui se passait sur le terrain, et ont produit finalement des données, des ensembles de données. L'approche finalement classique, elle se décrit comment? C'est des experts qu'on envoie sur le terrain qui vont constater de visu quels sont les besoins et qui vont prendre en fait des informations de nature testimoniale, traiter l'information par des approches classiques, des statistiques, amalgamation d'informations, utiliser la cartographie de manière très classique, très basique. Et cette information-là va être traitée à travers ce système-là et créée, dans le cas de Médecins sans frontières, ce qu'on appelle des SITREPs, donc des Situational Reports, qu'on envoie en capitale, qui sont utilisés finalement pour prendre des décisions par rapport à l'action qui est à prendre. Okay? Donc, mon étude de cas s'intéresse surtout aux 30-40 premiers jours après les événements pour vraiment voir en urgence comment finalement on va digérer l'information puis on faire des ensembles de données. Et comparativement à ça, ce qui s'est passé en 2015, il y a eu en fait un groupe d'humanitaires numériques qui s'appelait QuakeMap. Je vais revenir en détail sur qui ils étaient. Mais en fait, le travail humanitaire numérique existe depuis 2010 à peu près, depuis Haïti, depuis le tremblement de terre en Haïti. Et en gros, c'est finalement des gens qui sont autant des profanes que des experts qui travaillent à travers une collecte d'informations sur les médias sociaux, par exemple, ou à partir d'imagerie satellite pour faire des suivis de population, par exemple, ou évaluer la destruction, par exemple au Népal, ça s'est fait. Et cette information-là, finalement, va être traitée, mais par des moyens qui sont tout à fait nouveaux par rapport aux humanitaires classiques. On va utiliser, par exemple, la production participative, si vous préférez du crowdsourcing. On va utiliser, oui, des ensembles de données massifs. On va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine, etc. Donc, c'est vraiment l'espèce de... On déploie vraiment tout ce qui est très techno-buzz dans le monde de l'humanitaire. Et ça va produire finalement un ensemble de données. Donc là, la question ici, c'est est-ce que ce que les humanitaires numériques produisent est utile, en fait, pour le travail humanitaire? Et surtout, est-ce que c'est fiable? Donc, au niveau éthique, au niveau politique, au niveau légal, il y aurait des questions à poser, mais là, vraiment, l'étude de cas ici est ce que ces gens-là produisent, est-ce que c'est fiable? Quand on le compare à notre façon de faire, là, je vais dire notre, c'est une déformation, mais à Médecins sans frontières. Donc, je donne quelques détails par rapport à l'exemplification des humanitaires numériques dans le cas de QuakeMap. Donc, qu'est-ce que QuakeMap a fait au Népal? En gros, c'était de la cartographie d'urgence en temps réel, du Real-Time Crisis Mapping, c'est toujours plus cool en anglais. Et on avait des gens, finalement, partout sur le terrain qui faisaient des rapports. Donc, des gens autant sur le terrain qui observent quels sont les besoins ou qui disent carrément quels sont leurs besoins. Ça peut être de nature médicale, ça peut être de nature nutritionnelle, etc. Il y avait aussi des gens qui étaient partout dans le monde, qui fonctionnaient finalement pendant 24 heures et qui allaient voir sur les médias sociaux qui demandaient de l'aide et allaient, au nom de ces gens-là, remplir des rapports.
Et tous ces rapports-là, en fait, étaient traités à Katmandou par une équipe de volontaires, donc des gens qui étaient sur place, qui, eux, contre-vérifiaient l'information et catégorisaient l'information pour dire, bon, mais ça, c'est de type médical, ça, c'est plutôt relié au transport. Et cette information-là pouvait être utilisée ensuite par les travailleurs humanitaires sur le terrain pour essayer de comprendre quels étaient les besoins, puis répondre à ces besoins-là, finalement. Et ce qui est important de dire, c'est que c'était une carte dynamique. Donc, au jour le jour, quand les besoins évoluaient, changeaient, tout ça était mis à jour et chacun des rapports était suivi jusqu'à sa fermeture, finalement, jusqu'à ce que le besoin qui était exprimé soit finalement rencontré ou répondu. Donc, ça, c'est l'exemple des travailleurs humanitaires numériques et l'approche classique d'MSF. Je vous ai expliqué un peu qu'est-ce que c'était au Népal. Vous vous souvenez, l'espèce de graphique, il y a les événements, il y a le processus, et le processus va créer finalement des outputs ou des sorties. Et ce qu'on a fait dans le modèle, finalement, c'est qu'on a développé une analyse de la fiabilité de la sortie, des outputs et du processus, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après. Ce qu'on voulait faire, en commençant, c'était comprendre qui savait quoi quand, pour voir de manière comparative, en fait, en termes de date, au jour le jour, et de manière géolocalisée, qui savait quoi par rapport au médical, par rapport au transport, par rapport aux besoins des populations pour la nourriture et tout ça. On a développé avec le CIRS, plus précisément avec le Bureau des initiatives numériques, et là, c'est vraiment plutôt dans les sciences sociales, voire même dans les sciences informatiques. À partir des ensembles de données, on a développé cette carte-là dynamique, et la conclusion qu'on a des outputs, c'est qu'en fait, et vous le voyez très bien au niveau géographique, les deux organisations ont produit des savoirs par rapport à des sujets similaires, mais les informations étaient différentes. Et ça, c'est vraiment important et intéressant comme conclusion parce que, en fait, si les deux organisations avaient produit finalement les mêmes savoirs, en urgence, c'est une perte de ressources, c'est un gaspillage. Okay? Donc là, il faut vraiment avoir très peu ou le minimum de redondance, de chevauchement de l'information en urgence, parce que si les deux organisations produisent les mêmes choses, ben on dépense de l'énergie pour rien finalement. Donc ici, très bien, les deux organisations ont produit des savoirs différents. Au niveau géographique, on le voit. Oui, comme on le voit, Jeff, ben, en fait, c'est parce que les points blancs, c'est les savoirs d'MSF, les points noirs, c'est les savoirs qui ont été produits par QuakeMap. Donc, au niveau de la sortie, on en arrive à la conclusion que finalement, les approches sont complémentaires. Très bien. Mais quelle est la valeur, finalement, de ces points-là? Parce que c'est très possible que des gens aient des prétentions de savoir en disant « Ah, bien, on sait qu'à tel endroit, il y a des besoins médicaux, mais que ce soit erroné. Okay? » Donc, ça, c'est un problème. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, il faut évaluer la précision de ces savoirs-là. La précision, terme épistémique très simple, là, donc combien on a de faux sur l'ensemble, finalement, des énoncés qu'on a. Le problème, c'est que c'est impossible de l'évaluer parce que le milieu de l'humanitaire a une mauvaise, en tout cas, a une fâcheuse tendance, mais c'est lié avec les donateurs. Généralement, dans l'humanitaire, on va aller distribuer ou poser un geste, on va faire une action, mais on va très, très rarement retourner sur le terrain pour aller se demander « Hey, ce qu'on a fait, est-ce que c'était vraiment en phase avec les besoins? » Parce qu'on part sur la prochaine mission, puis on se dépêche à aller répondre aux autres besoins. Bon, c'est compréhensible, on veut pour les donateurs faire le maximum d'actions, puis pas nécessairement faire de la réflexion ensuite. Donc, on se retrouve avec une impossibilité finalement d'évaluer est-ce que ces données-là sont fiables. Mais en regardant le processus et en utilisant la littérature de l'épistémologie sociale, on est capable de regarder dans les deux systèmes, finalement, si on regarde dans la littérature, finalement, de la façon dont les systèmes sont organisés, l'hypothèse, c'est que si l'organisation des systèmes respecte certaines caractéristiques qui sont recommandées en épistémologie sociale, on peut considérer que probablement que la sortie, leur production, sera fiable. Donc, plutôt que d'analyser directement la sortie, on va regarder le processus. Bien, mais à ce moment-là, comment évaluer un processus? Comment évaluer finalement un système, soit un système d'approche des travailleurs humanitaires classiques, ou soit un système d'approche des travailleurs humanitaires numériques? Bon, ne vous en faites pas si vous ne voyez pas l'entièreté du détail, c'est un cadre d'analyse qui a été développé, qui est itératif, qui doit être changé, qui doit être amélioré. Mais l'idée, c'est qu'on part finalement de deux sources au niveau de la littérature. Bishop et Trout, 2005, donc c'est vraiment une approche qu'ils appellent en fait le fiabilisme stratégique. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Et la thèse de doctorat de Judith Simon, 2010, qui parle d'épistémologie socio-technique. Bon. Qu'est-ce que Bishop et Trout nous disent et pourquoi ils sont intéressants pour l'analyse des processus dans un système humanitaire? En gros, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils parlent de fiabilisme stratégique. Dans l'épistémologie, souvent, on va s'intéresser à la vérité. Est-ce que le savoir est vrai? Est-ce que le savoir est fiable? Très bien.
Ils disent oui, ça c'est intéressant, mais il faut aussi que ce soit stratégique. On vit dans un monde où les ressources sont limitées. On a des ressources en temps, on a des ressources en argent, puis on a des ressources au niveau cognitif qui sont limitées. Donc parfois, plutôt que de chercher à avoir un ensemble de données qui est absolument certain, il faut aller plutôt du côté du satisficing, qui est une notion d'Herbert Simon, entre autres, qui dit, ben en fait, c'est peut-être le mieux qu'on peut avoir par rapport aux ressources qu'on a. Et pour arriver à trouver cet équilibre-là, Bishop et Trout vont développer finalement une théorie en 3 portions que j'ai utilisées pour analyser les systèmes. Un, ils vont parler de signifiance. Donc, par rapport aux objectifs épistémiques que vous avez, par rapport à ce que vous voulez savoir, est-ce que vous posez les bonnes questions? Okay? Parce que parfois, on a tendance à poser des questions, mais sans se demander si c'est les bonnes questions par rapport aux objectifs qu'on a. Les objectifs épistémiques sont quoi ici dans le travail humanitaire? Ben, en fait, il y en a un qui est très simple, c'est sauver le maximum de vies, très bien. Mais après ça, et là, si on va dans la mission, par exemple, de l'NSF, c'est sauver des vies, réduire la souffrance et, en fait, comment dire, restaurer la dignité. Okay? Donc là, vous voyez qu'au niveau de la gradation, de la complexité philosophique, ça change beaucoup. Ensuite, ce que les Bishop et Trout vont me dire, c'est regarder au niveau de l'efficience. Est-ce que vous avez un bon ratio coût-bénéfice? Le coût, c'est les ressources que vous allez utiliser pour aller chercher finalement des bénéfices qui sont des réponses fiables à des questions signifiantes pour vous. On s'en fout de savoir c'est quoi le nombre de brins d'herbe là-bas, merci, de manière fiable. On veut savoir combien il y a de maisons détruites dans tel village au Népal. Ça, c'est important, ça, c'est une question signifiante. Est-ce que vous avez le meilleur équilibre par rapport à ce que ça vous coûte, finalement, pour les réponses que vous obtenez? Le dernier point, c'est la fiabilité robuste. Et en fait, ce que Bishop et Trout nous disent, c'est qu'il faut que ce soit fiable et que ce soit robuste, c'est-à-dire que votre fiabilité doit pouvoir s'appliquer dans différents contextes. Si votre fiabilité s'applique juste dans un seul contexte et qu'à chaque fois, il faut redessiner le système, en fait, pour eux, c'est une faiblesse épistémique. Le problème avec Bishop et Trout, c'est que les critères qu'ils donnent pour analyser la fiabilité, finalement, sont, à mon avis, assez vagues et peu adaptés au système. Et donc, c'est là qu'on a décidé d'intégrer finalement les apports de Judith Simon. C'est vraiment là-dessus que je vais, en fait, maintenant élaborer un peu plus. Judith Simon donne des critères pour évaluer finalement la fiabilité d'un système, pour évaluer la capacité d'un système à produire quelque chose de fiable. On va le dire comme ça, à produire un ensemble de données fiables. Et ces critères-là sont vraiment applicables par rapport à nos deux approches, travail humanitaire numérique, travail humanitaire classique. Ce qu'elle va dire, c'est quand on a une tâche épistémique d'intégration, c'est-à-dire que quand on a un groupe d'individus qui veut produire un résultat, l'intégrer finalement pour le rendre accessible, il faut regarder 4 choses. Comment la tâche épistémique est distribuée, comment les gens vont communiquer à l'intérieur du système, comment on va attribuer l'autorité épistémique, qu'est-ce qui fait qu'on a le droit de dire « ceci est vrai, je fais confiance à ça, je fais confiance à ça », et quelle est la motivation des acteurs. À partir de ça, et en fait, grâce aux lectures finalement que j'ai fait de Judith Simon, j'ai développé un modèle, mais basé sur ses idées à elle, pour poser des questions à chaque système. Et là, je ne vais pas passer l'entièreté du détail ici, mais en fait, si vous prenez la portion de gauche, c'est vraiment, bon, tâche épistémique, on a critères de communication, ensuite attribution de l'autorité épistémique et motivation. Et je vous donne un exemple. Judith Simon va faire une distinction entre, par exemple, modularité, granularité, intégration des apports. Si je prends modularité, granularité, on peut se demander, dans le système, est-ce que la tâche est divisée en différents formats d'engagement? Moyen, long ou court. Bon. Pourquoi on pose cette question-là? Pourquoi ça a une valeur épistémique? C'est toujours dans la flèche de droite. Bien, en fait, parce que si vous avez un système qui permet à des individus qui ont peu de temps, ou un peu de temps, ou beaucoup de temps de participer, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle, en anglais, le scalability, ou, mauvaise traduction, l'évolutivité. Okay? Plus vous avez d'individus dans un système qui participent, plus vous avez de chances, en fait, d'avoir une vision complète de ce qui se passe sur le terrain. Très bien, mais est-ce que c'est le seul critère? Non. Et là, c'est important de descendre les autres critères. Je vais passer rapidement, surtout sur les critères de communication. Donc, Judith Simon nous dit, c'est bien le nombre, mais il faut aussi que le système soit capable de différencier sur la base de compétences. Donc, si vous avez une tonne d'individus incompétents, ça ne vous donne pas une vraie vision, en fait, une bonne vision du terrain. Donc, oui, beaucoup de gens qui participent, aussi des structures à l'intérieur du système qui vous permettent de déterminer qui est compétent, qui ne l'est pas. Ça prend aussi une forme de diversité. Donc là, ici, l'épistémologie est très proche de l'épistémologie féministe, très proche de l'éthique. C'est vraiment cette idée-là que, en fait, si on réduit les injustices épistémiques,
bien, théoriquement, on augmente la compréhension du système parce qu'on a des points de vue qui viennent de différents individus sur une réalité, donc qui est probablement plus complète. En autant qu'on puisse différencier ceux qui sont compétents de ceux qui ne le sont pas. Boucle de rétroaction, en fait, c'est un point que je vais présenter rapidement, mais qui est très important, c'est, oui, les individus participent au système, mais c'est important que leur rapport soit critiquable. Donc, on peut apporter quelque chose et il doit y avoir un système qui permet aux individus de dire ceci est vrai, ceci n'est pas, et surtout qu'il soit critiquable et mis à jour. Donc, dans l'information pour le travail humanitaire, les choses changent au jour le jour. On doit avoir une boucle de rétroaction qui permette en fait de dire ou de mettre à jour les informations. Dernier point, ça prend un langage commun évidemment pour que l'évolutivité et la diversité puissent arriver. Sinon, ben, les individus ne savent pas comment discuter les uns avec les autres. Attribution de l'autorité épistémique, je passe très rapidement, mais en gros, c'est la distinction entre ce qui est humain et non humain. Donc, ce qui est humain, est-ce qu'à l'intérieur, finalement, du système, on prend en compte les risques de biais cognitifs, soit liés aux individus, soit liés au groupe? Et au niveau statistique, donc ça, c'est plutôt les processus non humains, est-ce qu'on respecte, quand on a à le faire, les règles de base statistiques, par exemple, de randomisation, de collecte systématique d'informations? La motivation, en gros, Judith Simon nous rappelle seulement que si les individus sont motivés par exemple, une cause noble, ben, il y a plus de chances qu'ils produisent finalement, non, je ne veux pas celui-là, qu'ils produisent des savoirs qui sont rigoureux et fiables, si les gens sont motivés à bien travailler. Donc, si on l'applique rapidement pour des conclusions préliminaires à l'analyse des processus de manière comparative entre travailleurs humanitaires numériques et travailleurs humanitaires classiques, en gros, si on lit, par exemple, les lignes directrices de Médecins sans frontières, quand ils arrivent sur le terrain pour calculer qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur intervention, ils vont envoyer une équipe d'experts qui va calculer, grâce à une approche systématique et randomisée, des indicateurs. Donc, on va aller voir combien il y a de litres d'eau par personne par jour dans un camp de réfugiés ou combien il y a de morts dues au choléra. Et ces indicateurs-là sont calculés et quand on atteint un certain seuil, on décide d'intervenir ou non, en fait. Donc, pour ça, on doit avoir une récolte d'informations qui est faite idéalement par des experts et de manière systématique et randomisée. En théorie, c'est ce qu'on dit qu'on doit faire. Donc, ça, c'est une force de MSF. Très bien. Mais en pratique, quand on regarde les données, on n'a plus trace de ces calculs-là. Donc là, est-ce qu'on dit quelque chose alors qu'on ne le fait pas en théorie? Bien, c'est une question qui est importante à poser. Autre faiblesse d'MSF, on va dire, la plupart du temps, étant donné les ressources limitées, on peut faire un seul sondage, une seule évaluation pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est le point qui est ici. Ça, vous comprenez qu'au niveau de la variance en statistique, c'est un tout petit peu un problème. Si on fait un seul calcul, finalement, des besoins, peut-être que ça va changer 2 jours plus tard, et à ce moment-là, on n'a pas de boucle de rétroaction. Cette notion-là n'est pas très présente ici dans MSF. Du côté de QuakeMap, on va dire force et faiblesse. Les rapports qui sont sur le site proviennent de différentes sources. Ça, c'est un problème au niveau statistique. Quand on a une production participative qui n'est pas systématisée, qui n'est pas organisée autrement que de manière organique, bien en fait, on a un problème, on ne peut pas utiliser ces chiffres-là pour calculer des indicateurs parce que ce n'est pas randomisé, ce n'est pas systématisé. Bon, ça c'est une faiblesse, mais ils ont une force. Ils ont une grande force, c'est qu'ils ont une boucle de rétroaction très très rapide, étant donné qu'ils ont plein d'individus sur le terrain qui peuvent mettre à jour ces informations-là. Ils ont une évolutivité très grande parce que tout le monde peut participer à ça. Et ça, c'est les conclusions que j'ai amenées à Médecins sans frontières, en fait, il y a 2 semaines, quand j'ai fait cette présentation-là pour eux. C'est de dire comment on peut utiliser les travailleurs humanitaires numériques. Et là, les conclusions que je leur apporte, c'est grâce finalement à ce que l'épistémologie pratique me permet de dire, c'est, en fait, n'utilisez pas ces informations-là de QuakeMap pour calculer des indicateurs. Au niveau statistique, ce n'est pas valable. Mais vous pouvez utiliser l'information pour contre-vérifier vos points. Donc, par exemple, MSF a fait une distribution d'outils au nord de Gorka, qui est une région du Népal. À la fin du mois de juin, c'est les points blancs qu'on voit là. À la mi-mai, en fait, on avait déjà des gens de QuakeMap qui disaient « Hey, il y a 80% de maisons qui sont détruites dans ce coin-ci. » Très bien. Quand on fait notre calcul pour la distribution à MSF, c'est vraiment important ce genre de pourcentage-là. Et sans utiliser ça pour calculer les indicateurs, si on a calculé qu'on distribuait en fonction de 50% de maisons détruites, peut-être qu'on a un problème. Peut-être qu'on doit retourner envoyer une équipe sur le terrain à ce moment-là, recalculer les indicateurs. Okay? Et l'autre point, et je termine avec ça, ça peut servir aussi à pointer, et là, c'est vraiment la force de l'évolutivité. QuakeMap a plein de gens potentiellement qui voient ce qui se passe sur le terrain. Donc, MSF, au contraire, a une équipe d'experts, 10 têtes qui peuvent aller finalement à très peu d'endroits en même temps. Et pour contrebalancer ça,
peut-être que les rapports qui sont faits par QuakeMap peuvent être utilisés pour alerter, pas pour calculer, mais pour alerter. Donc, quand on voit, par exemple, qu'il y a des problèmes intestinaux dans un village, ça fait partie des missions d'MSF de répondre à ça, on peut envoyer une équipe d'experts à ce moment-là pour aller voir qu'est-ce qui se passe là, mais sans utiliser nécessairement ce qui est dans le rapport pour faire des calculs. Donc, la suite du projet, il reste à partager les conclusions dans différentes conférences, mais surtout travailler avec Médecins sans frontières pour les aider à opérationnaliser des liens avec des humanitaires numériques. Dans certains projets, on voit des humanitaires numériques qui sont en place, mais MSF ne sait pas s'ils doivent collaborer avec eux ou pas. Ce que j'espère, c'est que le cadre conceptuel qu'on a développé, avec une liste de questions, permette à MSF de juste dire « ben je regarde ces questions-là, si on y répond de manière positive, ben oui, on va décider d'agir avec eux, tout simplement. » Il y a à utiliser le cadre avec d'autres applications, puis on est en train de le faire avec Médecins sans frontières, et vous serez d'accord avec moi, le cadre conceptuel gagne à être amélioré dans un processus itératif, c'est vraiment important. Je suis en train de péter le temps, hein? Oui? OK, je termine en 1 minute. Donc, le cadre conceptuel pourrait être amélioré au moins en ayant des apports éthiques, politiques, légaux, et c'est ce qu'on est en train de faire pour l'autre projet avec lequel on travaille avec MSF. Et vous l'avez vu, c'est comme une espèce de liste d'épicerie. Donc, c'est très difficile de l'appliquer de manière systématique, ce cadre conceptuel-là. Donc, il faudrait penser ou repenser à ça. Et j'aimais beaucoup ton terme de bricolage. Là. Ça a l'air un peu de ça pour l'instant. Donc, voyons voir comment on pourra l'améliorer avec des essais successifs, justement, et non pas seulement avec une réflexion théorique. Juste pour partager avec vous rapidement, qu'est-ce que ça représentait faire de la philo pratique, en tout cas ce que j'appelle comme ça, avec des gens qui sont des opérationnels. Ben voilà, il y a plusieurs défis. La philosophie, pour beaucoup, est un trauma, en fait. Donc, dans la culture populaire, non, mais c'est vraiment fascinant parce que d'utiliser le mot philosophie, ça a failli me couper des subventions du côté de Médecins sans frontières. Ils ont même changé parce que sur leur site, on ne parle pas de philosophie par rapport à mon projet. Okay? On parle d'humanitaire numérique et puis de calcul mais pas de philosophie, okay? Parce que ce n'est pas assez opérationnel. Mais j'espère, je fais de la philosophie quand même. Souvent aussi, il y a un problème avec la temporalité longue. C'est long d'arriver avec une analyse pointue sur certaines choses. Et à MSF, on me disait, bon, ben dans 6 mois, qu'est-ce que tu nous dis? Puis surtout, est-ce qu'on doit travailler avec eux ou pas, les humanitaires numériques? Et c'est ça qu'on voulait comme réponse. Pourquoi? Bon. Mais c'est pas contre eux. Ils ont une approche très opérationnelle des choses. Et donc, il faut traduire constamment, non pas dans le langage naturel, mais bien faire comprendre en tant qu'académique, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire, et surtout être capable aussi de prendre les pratiques des humanitaires et parler aussi à des gens des universités pour essayer de créer un pont. Ça, c'est un beau défi qui permet la recherche-action. On a vraiment l'impression au labo avec François qu'on est en train peut-être de travailler à quelque chose de concret, ça c'est très stimulant. Et justement, de dépasser le rapport unidirectionnel entre théorie et pratique. Donc on n'est pas seulement en train d'utiliser la théorie pour dire à MSF, vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça. Eux nous répondent aussi en disant, écoutez, votre théorie, c'est pas très applicable, donc peut-être que c'est juste pas en phase avec la réalité avec un R majuscule. Notez ça et critiquez votre modèle. D'accord, donc là on essaie d'évaluer et d'améliorer notre modèle à ce moment-là, d'où l'idée qu'on a l'impression d'être dans de la philosophie pratique, en fait. Merci de votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.